Oups, c'était une petite partie brutale, désolé. Donc, donc là, on abordera donc comme tu as dit, Mathias, la partie sur la circonscription et donc Asma, je crois que c'est à toi c'est à toi de parler sur cette partie et je crois que tu vas nous parler des transports. Pour commencer. Ouais, voilà. Donc, on a déjà évoqué un peu dans le discours d'ailleurs que tu as analysé, Maxime, le fait qu'on rentre dans une urgence climatique qui reste absente des grands discours. Et en fait, par rapport à cette urgence climatique qui est aussi liée à une urgence économique avec l'inflation, je vais vous parler rapidement de la mesure phare de cet été en termes de transport en Allemagne, qui était le 9 € ticket, donc le ticket à 9 €. Qui a été une mesure globale, donc qui touchait vraiment, qui concernait tout le monde et qui était donc très différente de diverses mesures qu'on avait pu voir par le passé qui étaient compliquées, liées avec beaucoup de bureaucratie. C'était moins 10% ou moins 20% pour telle ou telle personne qui remplisse tel ou tel formulaire et tel ou tel critère. Là, ça concernait vraiment tout le monde. Voilà, en fait, ce ticket à 9 € permettait de se déplacer pendant un mois. Donc, c'était étalé sur 3 mois, de juin à août. Donc, d'utiliser les transports municipaux, mais également les trains régionaux. Et le premier but en fait de cette mesure-là, qui a été poussé notamment par le SPD et les Grünen, donc les Verts allemands, c'était de faire face à la hausse du prix du carburant. Donc, il y avait eu déjà une mesure qui s'appelait le Tankrabatt pour permettre aux voitures de fonction de payer moins cher leur essence. Donc, qui était une mesure qui avait été soutenue proposée par le FDP, donc le En Marche allemand. Donc, à ça a répondu les deux autres parties de l'Alliance pour quelque chose qui serait plus global et plus juste et plus social, donc avec ce 9 € ticket. L'État a financé donc cette mesure-là avec tout un tas d'autres mesures contenues dans le paquet de mesures d'allègement énergétique, ça s'appelait, qui a coûté environ 2,5 milliards d'euros à l'État allemand. Et les résultats ont été vraiment fulgurants, c'est-à-dire qu'il y a eu un succès de cette mesure avec 52 millions de tickets vendus et environ 10% des trajets qui sinon auraient été effectués en voiture. Il faut savoir qu'un détenteur du ticket sur 5 était un nouvel utilisateur, donc c'est quand même une grande, un très bon indicateur. Quelqu'un qui n'utilisait sinon pas les transports en commun normalement. Et donc ça, c'est pour tout le volet, je dirais, social et économique. Précision du chat, excuse-moi, et d'ailleurs, je l'ai vécu aussi. Armoise, il dit que son abonnement, en fait, il a été transformé automatiquement en 9 € en fait. Quand tu avais un abonnement qui coûtait plus, tu n'avais rien à faire. Tu automatiquement prenais simplement 9 € et tu n'avais à faire aucune démarche aussi en fait pour profiter de cette. C'était vraiment très facile et, comme tu l'as dit, très peu bureaucratique. Exactement. Donc, il y a 10 millions de personnes qui avaient des abonnements qui sont également, qui ont directement été inclus dans le ticket à 9 €. Donc, c'était quand même très pratique. Et donc, en termes écologiques, c'est 1,8 million de tonnes de CO2 qui ont été économisées. Donc, on peut se dire, on ne sait pas trop si c'est beaucoup ou si c'est pas beaucoup quand on l'entend comme ça. En fait, ça correspond à un an à ce qu'on aurait pu économiser de tonnes de CO2 en un an si on avait eu une limite de vitesse sur les autoroutes allemandes. Donc, finalement, il y a encore du chemin à faire. Alors ensuite, on a eu ce ticket à 9 €. Il s'est arrêté le 31 août. Quelles vont être les alternatives ou le futur en fait de ces mesures-là? Le SPD propose un ticket à 49 € valable dans toute l'Allemagne. Et on a aussi les Verts, donc les Grünen, qui proposent un ticket régional à 29 €. Moi, je suis actuellement à Berlin et il y a la mairie de Berlin qui réfléchit actuellement à la possible continuité du ticket à 9 € pour les mois de octobre à décembre. Donc, on a quand même, je dirais, un réveil de la politique à ce niveau-là et de sobriété énergétique qui touche les transports. Donc, c'est quand même une très, très bonne nouvelle.
et quand on voit, bon, c'est pas dans notre circonscription, mais quand on voit ce qui se passe en Espagne avec la gratuité sur certains trains, enfin, pour certaines tranches d'âge, il me semble, je pense que quand on parle justement de sobriété énergétique, c'est des mesures qui sont conséquentes et qui permettent une avancée écologique. Voilà, c'est assez incroyable. Et je voulais rajouter un point, je trouve, parce que je trouve on l'a vécu justement de vivre ces expériences. Je sais pas, j'ai vu moi dans les gens, dans les personnes, dans nous tous, que du fait que c'était une mesure tellement radicale d'un certain côté, puisque comme tu as dit, elle était pour tout le monde, elle était facile et 9 euros c'est pas cher. Vraiment, tout le monde s'est mis, enfin tout le monde. J'ai vu beaucoup de gens qui se sont mis à penser différemment, quoi, à se dire ah bah tiens, où est-ce que je vais faire mes vacances? Ah tiens, je vais peut-être profiter du ticket, je vais peut-être ce week-end plutôt faire ça et tout. Donc vraiment, c'est souvent on dit ah c'est les gens qui suivent pas, les gens ils sont bêtes, les gens blabla, les gens. Mais en fait, quand on propose vraiment quelque chose adéquat, bah les gens ils se bougent, quoi. Et ça, donc c'était un point, je pense, vraiment un apprentissage qu'on peut tirer de ça. Par contre, le point négatif, c'était vraiment, d'autres sont pleins, et c'est vrai que les trains étaient assez bondés. Et en fait, la logistique n'a pas suivi du tout. En fait, les trains, c'était le même nombre de trains, ou même des fois moins. Moi, une fois, j'ai été avec mon vélo au milieu de la campagne, viré du train. Ils ont fait descendre tous les vélos. Voilà, on a dû attendre le prochain. Il y a eu des points parce que la logistique ne suit pas. Donc, c'est vraiment une mesure importante, mais pas suffisante. Donc, il faut vraiment que ça soit englobé dans une vision plus générale d'une politique de transport qui, je crois, comme tu l'as dit, non, l'Espagne parle de ça. Je crois qu'il y a d'autres pays. Par contre, la France, je n'ai pas trop entendu parler qui réfléchissait au transport. Non, mais exactement. Et puis, on voit bien que justement, il y a un gros problème au niveau du personnel ferroviaire. Et c'est-à-dire que c'est bien de mettre ce ticket à 9 euros là. Après, il faut que derrière, il y ait suffisamment de personnel pour encadrer aussi les voyageurs, de chauffeurs de train. Donc, en fait, c'est vrai que il y a manqué d'accompagnement à ce niveau-là. Et alors, je ne sais pas si tu veux directement qu'on fasse le lien avec le programme NUPES, parce que nous, on a pas mal de mesures à la fois sur le court terme et sur le long terme pour permettre justement une transition vers une mobilité décarbonée. Je te fais une petite pause chat. Oui. Parce que vous avez du Deutsche Bahn. Ah bah tiens, on lui a répondu parce que Isabelle lui a... Ah bah il y a une discussion. Parce qu'en fait, il y a Armoise, non, quelqu'un de Berne, quelqu'un de Munich, qui disait qui demandait d'où venaient tes chiffres sur le CO2 parce qu'il avait lu que dans le Süddeutsche Zeitung, le trafic automobile n'avait que marginalement baissé. Et donc, ce sera un succès populaire, mais pas forcément par rapport à l'effet poursuivi. Alors, Isabelle lui a déjà répondu dans le chat. Et puis, une discussion qu'on va laisser suivre dans le chat tout de suite. Mais peut-être les chiffres donc, du CED sont sourcés, non? Oui. Bah, j'ai mis le lien. Il y a le geo.de et puis il y a c'est un chiffre qui revenait pas mal dans les différents débats politiques là en début de semaine. Ce 1,8 million en fait de tonnes de CO2. Et il y a donc, enfin après je sais pas si c'est sourcé, mais en tout cas c'est un article du Spiegel sur lequel je suis tombé récemment, qui expliquait finalement comment le FDP bloquait tout. Donc le FDP, pour ceux qui vivent pas en Allemagne et qui connaissent pas spécialement la politique allemande, c'est le Parti libéral qui fait partie de la coalition actuellement au pouvoir et qui au Parlement européen siège avec la République en marche. Et en fait, dedans, donc c'est des chiffres que reprend le Spiegel et qui dit, donc je sais pas si tu les as dit, Asma, mais que à horizon 2030, en fait, si on maintenait donc le ticket à 9 euros et qu'on baissait la limite, qu'on mettait une limitation de vitesse sur les autoroutes allemandes à ne serait-ce que 130 km/h, on pourrait réduire, on pourrait avoir une réduction de CO2 de 70 mégatonnes. Voilà. Alors, l'objectif au niveau des transports est encore loin d'être atteint, puisqu'il me semble que
il est de 275 mégatonnes. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que donc justement, le ministère des Transports, donc le libéral, donc qui est un libéral, Volker Wissing, lui, en fait, il a sorti donc un plan d'urgence, parce qu'il appelle un plan d'urgence, et ce plan d'urgence, en fait, ne prévoit une réduction que de 13,66 mégatonnes. Donc, ce qui est que seulement, je crois, entre 5 et 10% de ce qu'il faudrait faire, quoi. Ouais, déjà que le tempo limite, ça n'existe pas en Allemagne, ça, c'est assez hallucinant, quoi. Le seul pays dans toute l'Europe, quoi, ça montre vraiment le lobby des voitures ici. Non, je crois que ça représente 20% du PIB, un truc de genre. La voiture, c'est énorme dans la production et dans le lobby, donc. Surtout quand tu vois que dans tous les autres pays européens, il y a une tempo limite, il y a une limite de vitesse, quoi. Donc c'est vrai que c'est vraiment d'un autre temps, quoi, ce débat-là finalement. Donc sur ce point-là, donc une expérience très intéressante avec de nombreux apprentissages. Et donc toi, tu voulais faire le lien aussi avec les propositions de la NUPES. La NUPES, voilà, parce que dans la nouvelle Union populaire écologique et sociale, on a donc un programme bien complet, et notamment sur la politique des transports. Donc on a des mesures, comme j'évoquais tout à l'heure, de court terme, mais également de long terme. Et voilà, je voulais commencer par la baisse de TVA, donc sur les transports en commun. Dans la NUPES, nous, on souhaite la baisser à 5,5%. Et j'avais une petite devinette pour le chat. Peut-être que, Mathias, tu peux écrire en même temps les options de réponse dans le chat pour qu'on puisse tous les avoir. Oui. Donc, une question pour le chat. On propose, nous, une baisse de la TVA à 5,5%. Et la question, ce serait à combien est la TVA sur les transports actuellement? Donc, la première réponse serait 7%. La deuxième, 9%. Et la troisième, 10%. Donc, je vais laisser nos Nupésiens et nos Nupésiennes motivés nous donner une réponse. Bon, vu qu'il s'agit de l'impôt le plus inégalitaire qui soit, j'espère que c'est déjà 7%, mais... Alors, à votre avis... Ils n'osent pas répondre. Ils n'osent pas répondre. Ou alors peut-être qu'ils savent déjà... Oui. Bon, alors on est... on a Isabelle qui répond 9. En bonne centriste. En bonne centriste, mais on est actuellement à 10% sur la TVA sur les transports. Donc, c'est vraiment inégalitaire parce que finalement, c'est les personnes qui n'ont pas de voiture qui sont directement touchées par ces 10%-là. Et deuxième mesure sur le court terme, donc c'est-à-dire qu'on peut implanter, qu'on peut mettre en place directement maintenant, c'est de supprimer les lignes aériennes quand on a une alternative en train qui est inférieure à 3 heures. Donc, c'est une mesure que j'avais écrite il y a déjà quelques semaines, mais en fait, ça tombe pile poil aujourd'hui bien parce qu'on avait un reportage de Brut aujourd'hui qui est tombé sur les voyages des joueurs, je ne sais pas si vous avez suivi, de Paris Saint-Germain qui ont fait un Paris-Nantes en avion et qui se moquaient complètement de l'impact écologique que ça pouvait avoir. Donc, ça tombe pas mal, cette mesure-là. Donc, deuxième petite question. À votre avis, donc, j'ai listé, j'ai 2 voyages. J'ai un Paris-Rennes. On va commencer par un Paris-Rennes. Je vais le noter dans le chat. Un Paris-Rennes, c'est environ 4 heures en avion, c'est-à-dire quand on compte le temps d'arriver à l'aéroport, de faire le check-in, de voler, parce que c'est à peu près 1h15, et puis le rebelote, avoir sa valise, tout ça. Donc environ 4 heures en avion. Alors, à votre avis, en train, combien ça prend? Tu as des options? Alors, j'ai pas d'options. Là, c'est vraiment à votre avis, même à toi, Mathias ou Maxime. Paris-Rennes, la Bretagne, c'est assez isolé quand même. Plus de 2 heures facilement. Attention, ça devient personnel. Là, c'est... T'es normande, toi. On a une réponse 2 heures. Eh bien, c'est un peu moins. On est à 1h30 en train. 1h30, ah ouais. Voilà, wow. En fait, c'est pour ça, on a vraiment un réseau, il est comme il est, mais justement, il est déjà très, très, très effectif.
Ils avaient, c'était Paris-Rennes, c'était pas Berlin-Rennes, c'était Paris-Rennes. Ouais, ah oui. Je disais 3h30. Et alors, un deuxième trajet que j'ai calculé, ça revient également à. On est sur le même ratio de 4 heures en avion environ. Ce serait un Paris-Bordeaux. Ah, c'est plus rapide. À votre avis, combien Paris-Bordeaux? Un peu plus quand même que Rennes, non? Alors, Ben dit 2h45, c'est un peu moins que 2h45. Depuis l'Est parisien. Oui, depuis l'Est parisien, oui, c'est pas. Parisien, ouais. Ah oui, non, mais c'est ça aussi. Oui, ah oui, non, mais ça, les Parisiens. Ça... Oui, en train. Hein. En fonction de l'arrondissement. 3h45. Non, on a 2 heures. C'est 2 heures Paris-Bordeaux, environ 2 heures en train. Donc en fait, bon, ça c'est souvent de petites devinettes, tout ça, mais en fait, on voit bien que on a un réseau ferroviaire qui, déjà dans l'état actuel, permet une certaine mobilité rapide et beaucoup plus intéressante que l'avion. Et donc, on peut s'imaginer comment ça pourrait être si on pouvait investir, d'ailleurs, c'est une de nos mesures, là j'arrive sur des mesures de long terme, si on pouvait investir dans de nouvelles lignes, donc rouvrir les lignes ferroviaires qui ont été fermées, avec la hausse également du nombre de trains, et surtout maintenir aussi des guichets physiques dans les gares. C'est pas seulement pour maintenir une vie dans les gares, c'est aussi pour permettre aux personnes d'un certain âge qui ont peut-être on appelle ça pas la cassure numérique, mais c'est une brèche numérique, le fait qu'il y ait justement peut-être une difficulté avec les outils numériques, mais également les personnes en situation de handicap. Donc, permettre d'avoir des gares qui sont humainement remplies et de personnel qualifié. Donc, ça, c'est une de nos mesures de long terme. Une question sur le jet de Bernard Arnault, non? Non. Par contre, je peux prendre cette question pour la prochaine fois, mais voilà. Très bon point. Et bien sûr, donc ensuite, on a aussi développé les transports publics à la demande dans des zones qui sont excentrées en fait des grandes villes. C'est vraiment quelque chose qui est super important pour relier à la fois écologie et pouvoir d'achat, donc permettre aux personnes vivant dans les campagnes et dans les périphéries d'être vraiment beaucoup mieux connectées en fait au centre par les transports publics.